on va organiser notre temps. On va d'abord traverser en direction des îles, plus précisément de l'île de Rouzic, elle est droite pour nous. C'est là-bas que l'on rencontre la plus forte concentration d'oiseaux marins, et notamment cette fameuse colonie de Foutbasson. Bon, je ne vais pas tout détailler maintenant, hein. Vous avez vu Romain et Jocelyn à l'embarquement. Et là, nous sommes actuellement à la première île de notre petite aventure, l'île Rouzic. Bon, Rouzic, c'est du breton, hein. Je crois que ça s'entend. Ça veut dire la petite rousse, voilà. C'est un nom qui lui vient de sa couleur. Bon, c'est pas évident, hein, mais dites-vous bien qu'en fin d'été, sous l'action d'un soleil omniprésent en Bretagne, l'île a tendance à roussir un petit peu. Voilà, la végétation brûle. Et donc ça lui donne une teinte un petit peu automnale, hein, d'où le nom. C'est plutôt le surnom de l'île qui va nous intéresser d'ailleurs. On l'appelle l'île aux oiseaux. Et ça se passe de commentaires. Tiens, alors je vais donner la priorité au direct quand même. Regardez sur la colonie, bon il y a beaucoup de Foutbasson. En bas de la colonie, vraiment parmi les spécimens les plus en bas au milieu, il y a un bécotage qui est en cours. Plusieurs même. Hein. Je vois 2 bécotages en fait. Ils se frottent le bec mutuellement pour se témoigner leur affection, leur appartenance l'un à l'autre. Et donc ça dure 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes de bécotage non-stop. Voilà, c'est parmi les spécimens les plus en bas, hein, de la colonie. Ça y va franchement. Hein. Bon bah c'est un bel accueil hein, que la colonie nous réserve. Et donc ça, tous ces oiseaux que vous voyez là, hein, ce sont les fameux Foutbasson. En moyenne d'1,80 m. C'est assez grand. 1,80 m, c'est exactement ma taille, si ça peut vous donner une référence. Hein. Donc, j'aime croire que c'est plutôt grand. On dirait pas comme ça, non en effet, mais s'il y en a un qui se posait devant nous, on se rendrait compte de la taille réelle. Hein. Alors dites-vous bien que c'est une taille moyenne, donc c'est vrai que les spécimens les plus grands peuvent atteindre quasiment les 2 mètres hein, d'envergure. Tiens, regardez, en bas de la colonie encore, il y a une parade territoriale, un Foutbasson. Ah, là c'était un peu fugace, mais en fait il frappait son nid avec son bec et il secouait la tête, comme s'il bécotait dans le vide. Ça c'est un comportement qui va montrer le nid du Foutbasson. Il désigne son territoire en faisant ça. Et c'est une sorte de menace hein, qu'il adresse à ses voisins. Le Foutbasson est extrêmement territorial. Des bagarres, ça peut arriver hein, sur la colonie d'ailleurs, des bagarres qui éclatent de manière assez sporadique. Des prises de bec, hein, littéralement. Alors pour vous présenter d'ailleurs le suspect de notre affaire, hein, le Foutbasson, c'est un oiseau qui est dit marin, migrateur et pélagique. Migrateur, c'est très simple, hein. C'est vrai que le Foutbasson migre à un moment de sa vie. Il part vers l'Afrique. En fait, quand il est jeune, il part vers l'Afrique et il va y rester 4 ou 5 ans. En fait, jusqu'à ce qu'il soit sexuellement mature, prêt à se reproduire. Et c'est la seule migration de sa vie. Il ne fait ça qu'une fois. Bon, après, la vie d'un Foutbasson est faite de voyages. Également, c'est un oiseau pélagique. Alors, la saison de reproduction tend à me faire passer pour un menteur. Hein. Mais dites-vous bien que le Foutbasson, en fait, il vit en mer en permanence. Et hors saison de reproduction, il ne se pose jamais sur un sol en dur. Quand il veut se reposer, il va tout simplement se poser sur l'eau et dormir. Ensuite, il va boire de l'eau de mer pour s'hydrater et pêcher du poisson pour se nourrir. Il est complètement indépendant du continent. Oh, regardez, dites donc. Ah. Bon, on va guetter la zone à l'œil. J'ai vu une tête de phoque sortir en bas de la colonie.
Donc on garde le coin à l'œil, mais... Ah voilà. C'est un petit peu à gauche de la colonie. N'hésitez pas à vous le désigner mutuellement, que tout le monde puisse le voir. Bon, ça peut arriver. Hein. Un phoque sort de l'eau comme ça. C'est vrai que c'est pas tout à fait leur rêver pour l'observer, mais on a un peu de chance, ça fait partie du jeu. Hein. Bon, je vais revenir un petit peu sur nos footbassants, car des phoques, on peut avoir la chance d'en observer hein, durant notre petite croisière. Mais c'est vrai que les footbassants, il n'y a qu'ici qu'on peut les voir nicher comme ça. Je dirais même plus d'ailleurs, il n'y a que ici en France qu'on peut les voir nicher. En fait, les colonies de footbassants, il y en a très peu. Il y en a 54, et c'est la seule du territoire français métropolitain. Également d'ailleurs, elle a une petite particularité, cette colonie, c'est la plus au sud de toutes celles qui existent. Là, vous avez affaire à des footbassants sudistes. Ça s'entend d'ailleurs. Petit accent. La glande à sel, c'est un filtre à eau de mer qui est logé dans le crâne de l'oiseau. Il va boire de l'eau de mer, l'assainir avec cette fameuse glande et recracher le sel par ses narines. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il est vraiment indépendant des points d'eau douce et donc indépendant du continent. Ouh là, dites donc, ah voilà. Alors, il y a eu un atterrissage un petit peu malheureux au milieu de la colonie. En fait, ce qu'on entend là, c'est les footbassants seuls sur leur nid qui appellent leurs partenaires en permanence. C'est pour ça que ça hurle toujours sur la colonie, hein, c'est une cacophonie ambiante. Et le footbassant qui rentre de pêche peut discriminer le cri de son partenaire. Alors le macareux, en effet, un peu plus modeste, il a 50 cm d'envergure. Mais ce sont des adultes, hein. Je vous garantis que ce sont des adultes. Et également, on a des petits pingouins là qui sont à côté de nos macareux, hein, dans le tas, des oiseaux un peu plus gros. Hein. Ah, alors ça c'était joli, ils viennent de refaire surface tous les deux en même temps là. Alors regardez ce petit vol d'Alcidé, ça c'est typique. Hein. Typique. En fait, l'Alcidé a un gabarit modeste qui va le forcer, pour se maintenir en vol, à battre des ailes en permanence. Ils ne peuvent pas planer, ou alors seulement par grand vent. Par très grand vent. Donc ils battent des ailes à toute vitesse. Également sur les roches, hein, on a quelques pingouins tordas. Bon, ça peut surprendre. Hein. Pingouins, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément... Là, dites-vous bien que les pingouins qu'on a ici, c'est la dernière espèce de pingouin qui existe au monde. Le pingouin torda, c'est le dernier de son espèce. Et donc ils sont tous cousins, ça cohabite d'ailleurs, vous pouvez le voir, ça cohabite sagement. Bon, quant aux macareux, c'est le meilleur moment de l'année pour les observer. En fait là, ils ont leur costume de soirée. Noir, hein, qui lui a donné son nom de moine. Quant à son bec, il devient plus gros. Plutôt il en a l'air. En fait, il développe une pellicule de cornes sur le bec qui est colorée. Qui va participer à la fameuse couleur du bec. Également, il a l'air plus massif, il est renforcé. C'est son apparat de séduction. Hein. Plus le bec est gros et coloré, plus il est séduisant. Selon les critères des macareux. Enfin, même si, de notre point de vue, on les trouve aussi plus beaux comme ça. Hein. En fait, dites-vous bien que hors saison des amours, le macareux va perdre ses fameux apparats, ses atours. Son bec sera un peu plus petit, les pattes pâlissent, le plumage s'unit un petit peu d'un gris assez sombre, donc on ne le reconnaîtra pas forcément. Alors également d'ailleurs, le macareux, s'il a son bec renforcé durant la saison des amours, c'est aussi pour l'aider à creuser son terrier.
C'est vrai que là aussi c'est un peu surprenant. Le macareux c'est un oiseau orchestre. Hein. Il vole et il nage très bien, une vingtaine de kilomètres/h sous l'eau. Et en plus il vit dans un terrier, qu'il creuse lui-même avec son bec. Terrier qui peut atteindre de belles tailles. Hein. Jusqu'à 1 mètre carré, 1 mètre cube, pour un oiseau de cette taille, c'est un palace. Hein. Là, sur ce rocher, on a encore quelques halcidés. On peut apprécier leur capacité à supporter des dénivelés importants. Hein. Le pingouin, c'est probablement le plus athlétique de la famille. Déjà, il nage très vite. En fait, il peut atteindre 40 km/h sous l'eau. Donc, on pourrait en effet se faire doubler par un pingouin sous l'eau. Hein. On est arrivé moins vite que ça dans l'archipel. Également, pour plonger, ils sont très forts. Hein. Jusqu'à 150 mètres de profondeur. Autant dire qu'ici, ils n'ont aucun mal à toucher fond. On va encore voir des spécimens de fouilles passants. Alors cependant, eux, ils ont une particularité, ils vivent au banc de la société. Alors pourquoi vivre au banc de la société? Ont-ils des comportements antisociaux? Des opinions politiques peu recommandables? Non, c'est pire que ça. Ils sont célibataires. Ils sont célibataires. En fait, c'est ce qu'on appelle un club des célibataires. Et c'est un terme scientifique. Le fou de bassin, pour se trouver son partenaire de vie, car il est fidèle à vie. Oh, tiens, humez un peu l'air, tiens. Voilà, priorité au direct. Voilà, de l'air pur comme ça, vous en aurez pas souvent. Mais là, il y a une valeur ajoutée quand même. Hein. Alors, c'est pas moi, j'ai pris ma douche ce matin. En fait, c'est le fou de bassin qui sent comme ça. Ils sont assez mauvais. C'est une caractéristique que je décris pas forcément. Pour un animal sauvage qui sent mauvais, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Mais voilà, ils sont un peu le poisson et la volaille. Tiens, on a encore un phoque dans l'eau d'ailleurs. Hein. À droite, près des roches, encore une petite tête, c'est peut-être le même d'ailleurs. Là, nous sommes en train de longer l'Alban, le zénith de notre petit périple, qui a le modeste record d'être la plus petite de l'archipel. Également la plus sauvage. Je dis ça pour une bonne raison. C'est vrai qu'il y a eu en fait de la vie humaine dans l'archipel au néolithique. Les communautés agricoles se sont installées ici. Ah, tendez l'oreille. T'entends? Ouais. C'est le cri qu'on entend là. On appelle les sentinelles de l'estran, notamment pour ce hurlement typique. Hein. Alors on les entend plus qu'on ne les voit d'ailleurs. Ce sont des tout petits oiseaux. Tiens, à l'avant droit, on va encore avoir des oiseaux posés sur les roches. Hein. Vraiment tout à l'avant droit. Bon, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, c'est techniquement la plus sauvage des îles. Hein. Ici, l'île Malban.
C'est vrai qu'on a Il va trouvé tourner. des traces de l'homme partout, sauf sur cette île Malbon. Aucune trace de l'homme, sauf peut-être le panneau planté au milieu de l'île. Les oiseaux à bec rouge, blanc et noir, ça ce sont des huîtriers épis. Les fameux dont je vous parlais, c'est vrai qu'ils sont plus durs à observer à cause de leur petite taille. Alors eux, ce ne sont pas des oiseaux marins, cependant. En fait, ce ne sont pas des oiseaux marins, ce sont des oiseaux dits d'estran. Ils vont plutôt vivre au bord des étendues qu'ils découvrent. Hein. Ils ont la charte graphique du macaremoine. En fait, on le dit huppé, car durant la saison des amours, il développe une plume ornementale sur la tête. C'est un apparat de séduction. Plume qu'il va utiliser pour séduire. Lui, il n'est pas fidèle à la vie. Il est fidèle pour la nuit. Après la saison des amours, il chevauche vers l'horizon. En fait, il va également perdre sa fameuse plume, sa plume ornementale. C'est comme si nous, messieurs, on perdait nos cheveux juste après avoir trouvé l'amour. Alors cependant, lui, il retrouvera ses cheveux l'année prochaine. Nous, messieurs, j'ai bien peur que ce soit, hélas, définitif.